Bonjour à tous, bienvenue sur la septième illusion, je suis Albator et comme à mon habitude je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Sawyer, comment vas-tu? Ah, ça va très bien, et toi, écoute, surtout que j'ai vraiment hâte de parler du film, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, donc ça va très bien, et toi, comment vas-tu? Bah ça va bien et moi aussi j'ai très hâte de parler du film d'aujourd'hui puisque comme vous avez vu sur la miniature et dans le titre, nous allons parler de 28 ans plus tard, sorti mercredi dernier et réalisé par Danny Boyle. Alors en avant-propos, j'aimerais te demander ce que tu avais pensé de 28 jours plus tard, toujours réalisé par Danny Boyle, qui justement met les bases de cette saga et que tu as vu assez récemment. Ouais, effectivement, bah, j'avais pas vu les 28, les 28 jours et les 28 semaines plus tard, avant la sortie de celui-ci, donc je les ai rattrapés juste avant. Bah, pour le coup, je dis je les ai rattrapés, mais en fait, j'ai rattrapé juste 28 jours parce que 28 semaines n'est donc pas réalisé par Danny Boyle. Quoique, je crois que j'ai lu que la scène d'introduction l'était pour le coup. Pour le coup, j'ai pu voir la scène d'introduction qui est vraiment bien. Mais pour en revenir à 28 jours plus tard, je l'ai vu, ça m'a plu. Après, pour moi, c'était pas non plus. Je pense que pour l'époque, en fait, ça devait être révolutionnaire. Ça m'a pas non plus vraiment beaucoup marqué. En fait, je trouve que c'était un très bon film de zombies. C'est très efficace. Il y a des très bonnes idées, notamment de construction de personnages ou quoi. Je trouvais pas que c'était non plus révolutionnaire, mais franchement, j'avais trouvé ça vraiment bien et surtout assez généreux. Donc voilà. Maintenant, le cinéma de Danny Boyle, c'est un cinéma que je connais assez peu, même si c'est un réalisateur qui est très punk, dont on parlera un peu de ça, je pense, un peu plus tard. Après, il y a d'autres films qui sont un peu plus mainstream, comme genre Yesterday ou quoi, que j'avais trouvé sympa sans plus. Mais voilà, donc j'étais pas ultra familier du travail de Danny Boyle. En revanche, c'est aussi enfin, écrit par Alex Garland, du coup, ce premier comme ce troisième opus. Et là, pour le coup, on a vu Men, on a aussi parlé de Civil War sur la chaîne. Il y a Warfare aussi qui va sortir, moi je l'ai pas encore vu, mais voilà. C'est un réalisateur avec lequel je suis beaucoup plus familier. Mais toi, c'est quoi ton rapport à ces deux personnes-là? Alors, je vais commencer par Alex Garland. Alex Garland, je crois que je n'ai vu que Civil War. Il me semble que j'avais pas trouvé génial, on va dire. Mais bah, je vais pas faire l'ancien, mais comme toi, en fait, j'ai vraiment découvert 28 jours plus tard très récemment. C'est-à-dire que il y a quelques années, j'avais commencé 28 jours plus tard, mais je crois que j'avais pas terminé parce que bah, je ne sais pas pourquoi, hein, je suis quelqu'un de bizarre. Et du coup, je l'ai vu récemment. Et pour moi, c'était une bonne surprise parce que j'avais bien aimé. Je trouve que c'est un film très complet sur une vraie apocalypse zombie qui était très intéressante à voir comment Danny Boyle gérait la tension pendant tout le film, puisque c'est vraiment un film où on a énormément de situations qui s'enchaînent, qui à chaque fois sont très stressantes parce que devant nous, on a une menace est quasi intuable en fait. C'est, ce sont des zombies qui arrivent en horde et qui sont rapides, dangereux. Du coup, on a vraiment un film où on a des personnages qui essaient tout le long de fuir et je trouvais ça très intéressant, avec toujours une photographie qui là aussi est très intéressante puisqu'on s'est filmé avec les premières caméras numériques. Oui. Bah ouais, et c'est un truc sur lequel il faudra qu'on revienne d'ailleurs avec 28 ans plus tard et son expérimentation autour de l'iPhone aussi, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais justement, je trouvais que le fait de prendre ces caméras-là, c'était très intéressant parce que on a toute une image très, très sale, en fait. C'est pixelisé, parfois on voit pas grand-chose, mais justement, ça sert bien à ce que le fait le film. Donc j'avais bien aimé cet élément-là, même si ça peut perturber. Je crois, toi, ça t'a pas trop En plu. fait, au début, ça m'a perturbé, ça m'a même un peu déplu au départ. Après, en y réfléchissant, et notamment après celui-là, dont on parlera aussi vraiment en détail, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais en même temps, ça sert aussi le propos, et c'est ce qui fait que le film se démarque aussi, en fait, de par sa mise en scène, et de par un côté très punk, très sale, comme tu l'as dit, dans la mise en scène, c'est quelque chose qui, qu'on l'aime ou non, en fait, ça parvient, en fait, à se détacher, en fait, du film de zombies très lisse, en fait, globalement. Alors, pour revenir au film qu'on va traiter aujourd'hui, 28 ans plus tard, ça nous met en place près de 30 ans après le début de la rage qu'on voit dans le premier film. Et malgré une quarantaine impitoyable, certaines personnes ont pu trouver un moyen de survivre parmi les infectés, notamment au niveau une île près des côtes anglaises, où on va retrouver un petit village de survivants, dont un père et un fils qui vont faire une expédition sur le continent
Ils vont avoir tout le caca qui va avec, on va dire. Donc tous Euh, les zombies. c'est compliqué de résumer Et- parce qu'il y a à la fois le scénario Ouais, il y est a assez simple plusieurs et à la fois il intrigues. y a beaucoup de choses qui se passent en fait, En fait, c'est un on film aura une qui... grosse partie spoiler. Ouais, 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 voilà, en fait, c'est un film qui a un postulat de base, mais le change au milieu pour nous donner un nouveau truc. C'est assez complexe. Mais malgré ça, alors, je vais quand même te poser une question dont on a quand même l'habitude sur cette chaîne. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film de 28 ans plus tard? Eh ben écoute, honnêtement, moi je m'attendais à avoir un bon film de zombies vraiment sympa comme le premier. Et surtout, faut dire que la bande-annonce pour le coup était incroyable, notamment avec ce poème de Rudyard Kipling, dont on reviendra d'ailleurs parce qu'il est aussi dans le film du coup, qui est vraiment ultra bien utilisé au niveau du montage. Donc c'est ce qui m'avait beaucoup intrigué aussi. Et honnêtement, je pense qu'avec du recul, c'est un de mes films préférés, encore une fois, de cette année. Parce que Danny Boyle, tu sens qu'il revient à ses bases, tu sens qu'il a encore des choses à raconter, que ce soit dans son esthétique, avec une esthétique qui est très crado à l'iPhone ou quoi, mais aussi un discours sur en fait la culture britannique. Parce qu'évidemment, tu as parlé de cette île et de son truc, c'est difficile de pas y voir une métaphore du Brexit, peut-être aussi une métaphore du Covid. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à développer thématiquement. Il y a évidemment le discours d'un Alex Garland qui est plus récent, où on sent que maintenant, depuis 28 ans plus tard, il est passé plus au niveau de la réalisation et qu'il a pu développer des thématiques. Pour moi, le film dont se rapproche le plus, en fait, ce 28 ans plus tard dans la carrière de Garland, c'est Men, en fait, qui parle de la masculinité toxique, qui parle du mal alpha aussi. Il faudra qu'on reparle de ça parce qu'il y a des nouvelles versions de zombies. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. En même temps, en fait, ce qui est dingue, c'est que à la fois c'est un film de zombies en termes de divertissement, c'est incroyablement dense et généreux. C'est-à-dire que c'est un film qui part dans tous les sens, qui fait des mises à mort qui sont incroyables en termes de mise en scène, qui fait des bullet time, des trucs, enfin, c'est fou. Et en même temps, c'est un film qui est d'une poésie dingue, en fait. Notamment, certains personnages qui arrivent dans la deuxième partie, je vais pas trop en raconter. Parce que oui, du coup, on l'a pas dit, mais globalement, le personnage principal est l'enfant, en gros, globalement, le fils du personnage de Aaron Taylor Johnson. Mais du coup, le gros casting étant Aaron Taylor Johnson, Ralph Fiennes et Jodie Comer, du coup. Donc, globalement, c'est ces trois-là qu'on verra aussi majoritairement. Du coup, notamment autour d'un des personnages, il y a une espèce de poésie folle qui s'en dégage en fait sur euh, qu'est-ce que c'est faire son deuil et passer à autre chose dans un monde en fait endeuillé et qui lui est bloqué en fait de par cette invasion zombie. C'est quelque chose qui est assez fou en fait. C'est un pays, c'est quelque chose qui est bloqué. Enfin, et en même temps, c'est assez nuancé en fait. Je trouve pas que ce soit non plus très manichéen. Enfin, moi, c'est un film qui m'a totalement conquis et dont je suis assez passionné en fait. J'ai vraiment hâte même de le revoir et d'en parler. Et notamment, j'ai hâte de voir la suite parce que faudra aussi qu'on parle de ce cliffhanger qui pour moi est signifiant sur plein d'aspects. Mais toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce 28 ans plus tard? Alors moi, je vais pas mentir, j'attendais pas du tout. Parce que justement, j'avais pas vu 28 jours plus tard. Et je sais pas, ça me parlait pas. Niveau horreur, récemment, il n'y a pas grand-chose qui m'a plu. Du coup, un film de zombies, en plus, une suite, ça me bottait pas tellement. Mais j'ai vu 28 jours plus tard, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu le trailer en salle, j'ai fait OK, j'attends quand même ce film, ça a l'air pas mal. Et bah c'était fou en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé 28 ans plus tard, qui je trouve est une amélioration totale du premier film, c'est-à-dire qu'il va reprendre les caractéristiques du premier, à savoir l'attention, comme je l'avais dit, qui est inhérente au film avec toutes ces fuites, etc. Il va la reprendre, il va la transcender, il va l'améliorer pour donner quelque chose qui est toujours très stressant. On va toujours quand même avoir un haut BPM quand on va regarder le film. Mais c'est fait de manière différente puisque comme on l'avait dit, c'est un film qui va se transformer à la moitié de son récit. Et donc du coup, toutes ces composantes vont elles aussi se voir métamorphoser pour donner quelque chose de nouveau. Et j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, c'est une première partie, puisque tu parlais d'un cliffhanger à la fin. C'est une première partie d'un autre film qui va aussi sortir dans quelques temps. Et on peut voir dans 28 ans plus tard énormément d'éléments qui posent des bases sur ce qui va être exploité par la suite. Par exemple, j'ai retenu énormément de choses sur la religion qui est montrée de multiples manières, que ce soit sur les croyances de ce village qui s'avère être très chelou au début. On sent qu'il y a anguille sous roche, mais aussi Notamment justement avec ce avec un autre... corps et ce truc aussi, le corps accroché au quoi il y a une signification religieuse Ouais, qui est vachement intéressante. Mais oui, et oui, en plus, mais
Ouais, bah, pardon, je te coupe, mais en fait, en plus, c'est ça Non, qui est parfait pour moi, c'est que c'est l'exemple parfait de ce que devrait être une première partie d'une nouvelle trilogie, parce que c'est ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est une nouvelle trilogie, en gros, globalement, en fait, c'est le premier opus, puisqu'on aura The Bone Temple, du coup, dès janvier de l'année prochaine, et le troisième qui n'est pas encore tourné, qui dépend du succès de celui-là, mais celui-là est bien parti pour marcher, globalement, vu les résultats. Mais surtout, c'est l'exemple parfait d'une première partie, puisque ça arrive à conclure beaucoup de choses, notamment autour du personnage de Jodie Comer ou quoi, qui va être vraiment au centre, notamment de la deuxième partie du récit, dans ce premier opus. Et en même temps, ça met en place des choses qui sont vraiment intéressantes pour la suite, sans non plus avoir un sentiment de frustration. En fait, pour moi, c'est l'exemple parfait d'une première partie. ouais, bien sûr. En fait, c'est vraiment un film qui arrive à être un bon film seul, mais lorsque l'on regarde, avec énormément d'éléments, qui sont placés, à peu près partout, non pas par hasard, mais vraiment parce qu'il y a un plan derrière, on voit vraiment une belle introduction qui arrive à mettre, en place énormément de choses qui vont vraiment être exploitées par la suite. Donc j'avais parlé de la religion, mais on va rentrer après dans les spoilers, mais l'histoire. On a des personnages, tout un univers qui est d'une richesse folle. C'est-à-dire que si on se tient réellement qu'à ce film, on a énormément de non-dits, de choses, d'images, de phrases qui ont une signification vraiment grande et qui vont évidemment prendre leur sens plus tard, mais qui déjà là, on peut les analyser en fond et en large. On a un film qui est sûrement l'un des plus riches de cette année, il y a pas de doute à ça, en fait. Et vraiment ça moi, ça m'a surpris de voir toute cette gravité, tout cet univers qui est en train de se jouer devant nous, je m'attendais pas à voir, ça de ce film-là, surtout que, au vu de la bande annonce, en fait, on peut prétendre ou on peut penser que, on va aller vers un chemin, précis, mais en fait non, pas du tout. On est, comme un personnage sur la route, on avance, on sait pas où on va, mais on avance et je trouve que c'est vraiment rafraîchissant. Bah, et c'est ça qui est vraiment intéressant en plus, c'est que le film arrive à justement te perdre, partir dans tous les sens ou quoi. Mais je pense que au-delà de parler de la narration et des thématiques ou quoi, le premier aspect qu'on peut aborder, c'est la mise en scène. Et là, pour le coup, Danny Boyle a vraiment beaucoup d'énergie. On a vu ces scènes, enfin, où ces fameuses photos de tournage où on voit le zombie alpha, justement, sans trop en dévoiler, qui est entouré de plein d'iPhone 16 avec des capteurs et des trucs, des objectifs autour, en fait, en espèce de travelling comme ça. Et on sent qu'il l'utilise pour modifier notamment le framerate, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir des zombies qui vont se prendre une flèche dans la tête, tu vas avoir un arrêt sur image, d'un espèce de freeze frame en fait, puis reprendre très rapidement. Mais du coup, ça va augmenter l'espèce de stress et le côté aussi crasse en fait, parce que ces espèces d'effets qui peuvent paraître cheap à premier abord, ils vont en fait t'emporter, ils vont te passionner de par en fait leur espèce de particularité et leur truc. Il y a cette scène notamment d'attaque dans une maison où les personnages sont obligés de monter, qui est dingue. Il y a cette scène filmée à l'iPhone, du coup, qui rajoute un espèce de côté cras, du coup, qui est moins suresthétisé, mais qui est vraiment super intéressante, de zombies à la fin, en fait, devant l'arbre, avec tous les zombies qui commencent à courir. Et là, pour le coup, ça aussi, c'est une séquence qui est folle au départ. Et là, je parle vraiment que des 30 premières minutes. C'est ça qui est fou, c'est que la deuxième partie est vraiment généreuse aussi en termes de gore, mais aussi en termes d'action et de trucs. C'est vraiment ultra bien mis en scène. Mais il y a une définition de jamais s'arrêter, de toujours être en pression, même quand il n'y a pas de zombies. On sent l'impact de la musique. D'ailleurs, la musique est super aussi. Je trouve que les thèmes font des trailers très punk, classiques ou quoi. Je trouve c'est une idée qui est ultra brillante en fait dans le film. Et tu te sens toujours en tension en fait. Tu as toujours un espèce de sentiment de tension. Notamment aussi, il y a une scène avec. Parce que ce qui protège aussi ce village, c'est le fait qu'il y ait une espèce de marée haute qui justement empêche les zombies de venir. Et il y a une scène autour de la marée haute dans le film qui, elle, est vraiment passionnante à exploiter, quoi. Enfin, et tu sens que Danny Boyle, il s'amuse en fait d'utiliser ces environnements-là à son avantage en fait pour y raconter quelque chose. Et là, pour le coup, en termes de mise en scène, c'est ultra réussi, quoi. Mais bien sûr et justement, je parlais de tension, la caméra, elle suit ça comme tu l'as dit, elle permet vraiment de capturer énormément d'éléments, énormément de temps, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment un rythme qui est assez effréné par moment. Des fois, il se ralentit, mais souvent, il est effréné et on a des iPhones qui, surprenamment, arrivent vraiment à, pouvoir capter
cette tension, cette peur qu'on peut avoir vis-à-vis des zombies, comme tu l'as dit. Mais au niveau de la photographie, il y a pas tout. Il y a aussi, il y a aussi énormément d'images qui apparaissessent très rapidement, des cauchemars qui sont filmés avec une grosse couleur rouge, rappelant le sang, qui nous ramène aussi à ce qui va bientôt arriver avec le film. C'est vraiment, l'image est vraiment utilisée ici, à la fois visuellement, comme tu l'as dit, avec ce magnifique plan de l'alpha, à côté d'un arbre, avec tous les zombies qui le suivent, mais aussi d'une manière plus trash, plus gore, comme tu l'as dit, plus punk, où justement on a des images qui pour moi symbolisent totalement cette prise de risque vis-à-vis de cette photographie assez inattendue en fait. Parce que jamais j'aurais pensé qu'un iPhone pouvait être aussi efficace à filmer un film comme l'a fait Boyle avec 28 ans plus tard. C'est assez phénoménal. Surtout que, je crois le dernier film à l'iPhone que j'ai vu, c'était Hurry Up Tomorrow, et c'était pas joyeux, hein. Franchement, c'était pas fou. Pourquoi il Donc, n'y a pas eu de voir qu'on critique peut de faire ça Hurry Up avec, Tomorrow sur la 7ème illusion? on a eu des différents emplois du temps, on va dire Shut ça. the fuck up! Shut the fuck up! Mais non, m'attarder pendant 30 minutes sur un film, sur un ego trip misogyne, c'était pas fou. Du coup, on l'a Ouais, pas fait. flemme, flemme. Mais honnêtement, ouais, pour en revenir au film, justement, je trouve ça vraiment intéressant la manière dont justement ce côté punk est présent, n'a pas été abandonné et ultra pertinent, mais surtout sert un propos en fait, et sert un propos là pour le coup, on va énerver les gens d'extrême droite sur évidemment la masculinité, ce que c'est la force, etc. En fait dans une société, et qu'est-ce qui pousse cette société là, parce que on voit que c'est pas non plus une société de sauvages, mais c'est une société qui peut virer ultra réac mascu terrible en fait. Très rapidement en fait, et justement cette société là est opposée à un personnage qu'on verra plus tard dans le film, sans trop en rentrer dans les détails, mais c'est vraiment ultra intéressant en fait la manière d'utiliser ce truc là où l'homme est mis en avant, la force est mise en avant. En plus on compare ça à des espèces d'images de grandes figures, parce que le film est aussi utilisé avec des images d'archives, des images rétro aussi de films classiques de médiéval aussi, comme Ivanhoé, comme Robin des Bois. Enfin, il y a aussi des incrustes comme ça qui sont vraiment intéressantes. Et du coup, là, ce film-là devient vraiment un film intéressant, notamment féministe, qui est vraiment pertinent, en fait, notamment autour de ce mal alpha, évidemment. Alors, c'est Garland, donc je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire que c'est pas très subtil, mais en même temps, je viens pas vraiment chercher de la subtilité dans un film 28 ans plus tard, en fait. Je viens chercher vraiment du discours, quelque chose qui est radical, et c'est ce que le film vient m'offrir, en fait. Et ce truc du mal alpha, c'est ultra pertinent, et c'est aussi une espèce de représentation de ce que la société pourrait devenir quand elle est impactée par un espèce de virus comme ça. Pour le coup, moi, c'est quelque chose que je trouve ultra pertinent, et je trouve que Garland est à son meilleur, quoi. Bah, pour te rejoindre sur le discours du mal alpha, en fait, ça va être compliqué de juger en tant que soi, parce que c'est une introduction, c'est une partie 1 sur 3, mais on a déjà énormément de trucs. Donc tu l'as dit, on a une sorte de croyance. J'ai fait une amalgame avec en disant la religion, mais en fait c'est un film de croyance. On a une croyance tout autour justement d'un homme salvateur qui est celui qui va s'aventurer dans les contrées dangereuses pour ramener des choses qui vont être utiles à ce village qui a un peu besoin d'aide, même s'il s'autogère. On a vraiment énormément de types d'hommes qui nous sont montrés. C'est très intéressant de voir ça, comme tu l'as dit, dans un temps où on a une société la plus primitive possible, puisque c'est l'apocalypse. Je trouve très intéressant, et en fait c'est difficile d'en parler sans l'aborder cas par cas, parce que vraiment c'est quelque chose qui se fait par personnage, surtout au niveau des spoilers, hein, notamment d'un personnage qui en fait me ramène à une notion qui est toujours au niveau de la croyance, mais croire l'homme avec un grand H, croire la vérité qu'il peut amener, parce que On va très vite rentrer en spoiler, hein. ouais, bah ça va être la transition, je pense, pour le spoiler, c'est que Moi, je on a pense un écoutez, film où Juste, attends, voilà. avant, évidemment, on vous invite à aller voir 28 ans plus tard en plus. Peut-être que c'est terminé quand vous écoutez cet épisode, mais en ce moment, c'est la fête du cinéma aussi. Donc, si vous voulez Ouais. aller voir un film aussi qui vous intrigue et qui, pour le coup, est vraiment très réussi, on est tous les deux vraiment conquis. Donc, on vous invite à y aller. Même je crois les autres membres de la team aussi sont très conquis. Bien sûr, Donc ouais, il y a vraiment, vraiment, pour l'instant, il y a personne qui a été vraiment très déçu par le film. Pour le coup, tout marche vraiment. ouais, donc vraiment aller le voir, c'est l'un des must-watch de cette année, je pense. Surtout moi qui étais un peu déçu de l'horreur récemment, je suis très content qu'on ait un film comme celui-ci qui arrive à rallier la peur, l'aventure de cette manière-là. C'est vraiment génial.
Donc allez le voir. Bah, c'est même, ouais, en plus, un film gros blockbuster comme ça, un grand public, quoi. C'est ça qui est vraiment fort. Ouais, c'est un film qui se trahit pas pour le grand public, c'est cool. Moi je le conseille, hein, parce que en tant que film d'action, c'est génial parce que vraiment, on a des séquences qui apparaissent un peu comme cheapos, mais qui sont géniales. Même quand elles sont très très simples, comme tu l'as dit, la scène avec la jetée où justement il y a un zombie qui les suit et ils essaient de rentrer sans trop spoiler. C'est génial de tension. Vraiment, c'est un film qui va te coller au fond de ton siège. C'est parfait. Du coup, allez le voir. On passe en partie spoiler. Allez, c'est parti. Alors, la maman elle meurt et on a le fils qui est tout seul. Et Sans on va trop avoir, rentrer dans les détails. et on Et va on va avoir avoir, ouais. on va avoir des On va personnages avoir bizarres, on va dire. un sacré pédophile pour la partie 2, quoi. On va tout expliquer Ouais. parce que pour le coup, il faut vraiment qu'on explique maintenant qu'on a tout lâché. Mais Alors, effectivement, faut qu'on parle du personnage de Jodie Comer qui lui justement a un espèce de rapport vraiment maternel, mais en même temps vraiment beau, en fait, justement par rapport à la spiritualité qui va aller avec celui de Ralph Fiennes, qui lui du coup va être opposé en fait presque au personnage de Aaron Taylor Johnson, et qui du coup va avoir quelque chose qui est vraiment très intéressant puisque le film va être vraiment porté sur qu'est-ce que c'est la vie après la mort, en fait, qu'est-ce que c'est passer à autre chose, parce que va y avoir beaucoup de morts aussi, et en même temps il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes à analyser. Je pense aussi au personnage de Eric, qui représente aussi l'espèce de mépris en fait que peuvent avoir des pays en fait pour d'autres pays comme l'Angleterre. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un film qui est très généreux en termes de thématiques, mais on pourra pas tout aborder. Mais évidemment, cette partie avec Ralph Fiennes, elle est vraiment très touchante. Et en plus, une fois de plus, Ralph Fiennes prouve que c'est un des meilleurs acteurs en activité actuellement, quoi. en parlant de Ralph Fiennes, en fait, je vais vraiment aborder cette partie-là, ce moment-là. Donc, on a Spike. Moi, je l'ai vu en VO, du coup, le nom c'était Spike, mais je crois qu'en français ça change. Qui veut aller voir un médecin pour soigner sa mère, qui en fait souffre d'un cancer. Bon, on est dans la partie spoiler, on peut tout dire. Donc, il souffre d'un cancer, etc. Et du coup, il va voir ce médecin qui est très bizarre, qui vit tout seul et qui est présenté vraiment comme un monstre plus comparé aux Le zombies, fou, tu vois. quoi. C'est le mec qui est Ouais. devenu taré, quoi, à cause de l'apocalypse. Ouais. Et en fait, ça rejoint aussi ce que j'avais dit perso sur 28 ans plus tard sur le TikTok que j'avais fait, c'est-à-dire que le vrai monstre, c'est l'humain. Et déjà, il nous est présenté vraiment comme un monstre, un vrai, qui rassemble énormément de cadavres pour les brûler et qui fait ça avec le sourire, en fait. Qui ressemble un petit peu au personnage de Jesse Plemons dans Civil War, vu que c'est écrit par la même personne. Du coup, Oui, effectivement. c'est intéressant de le souligner. Mais justement, en fait, on a, en parlant des croyances, on a ce truc de, on a tout un village qui dit, ce mec-là est bizarre, faut pas aller le voir et tout ça, mais qui, lorsqu'on l'approche, est assez sympa, il est gentil, il aide le personnage principal à faire son deuil, qui est une étape importante du film. Hein. Je pense pas qu'elle va être abordée plus tard dans la suite ni quoi. Je pense que Donc c'est quelque chose assez qui a été intéressant. traité là ici et dont Ouais. on a conclu un peu l'arc narratif dans celui-là, effectivement. Surtout que en fait, à la fin, il y a Spike qui prend vraiment conscience que voilà, sa mère elle est morte. Il a fait le deuil, on dirait, parce que il s'en va tout seul. On voit que en fait, il a grandi. C'est un Et récit puis sur le fait de grandir. il y a quelque chose qui est passionnant dans la structure du film et dans ce qu'il promet pour la suite aussi, c'est que c'est un voyage initiatique en fait globalement. C'est ça, c'est la manière dont un personnage se transforme et évolue à travers le voyage. Et cette espèce de conce du voyage initiatique, c'est quelque chose qui est très peu utilisé dans le cinéma récent, dans le cinéma moderne. On n'en a pas beaucoup d'exemples. Et le voir transformé comme ça, en fait, réinventé, c'est presque une réinvention du mythe de zombie. Et pour moi, en fait, justement, en fait, c'est pour moi le fait que ce film soit une suite à 28 ans plus tard, même si, en fait, pour moi, le fait que ce soit une suite à 28 jours plus tard est un prétexte. En fait, pour moi, c'est un prétexte de franchise pour développer quelque chose et pour le raconter. On verra si ça se tient toujours parce que dans le troisième opus, on devrait avoir le retour de Cillian Murphy a priori. Mais pour l'instant, en fait, c'est un prétexte et c'est ça qui est passionnant, c'est que on utilise comme prétexte une franchise pour arriver à en raconter quelque chose de pertinent et en plus, ça a l'air de plaire. Donc pour moi, c'est ce qui me chauffe complètement. Et en plus, il faut qu'on parle après du fameux personnage de Jimmy, quoi. Bah aussi, en fait c'est un gros soft reboot, c'est-à-dire qu'il comprend son univers, mais en fait 28 jours plus tard on s'en bat les couilles. Le premier film il sert juste à montrer que c'est une sorte de grippe qu'ont attrapé les singes, qui les a rendus un peu tarés, qui ont mordu des humains. C'est pas un univers qui est très marqué, qui a ses règles à lui globalement. Ouais. C'est un univers de zombies en fait. Enfin c'est
c'est pas non plus en fait quelque chose qui a c'est pas Alien en fait, tu vois, la saga 28 jours plus tard, c'est pas la saga Alien qui a des codes, a une compagnie avec un truc, a tout un lore, etc. Globalement en fait, le contexte de cette saga là, c'est il y a eu un virus qui a priori a commencé par des singes, il y a des zombies qui courent vite. Globalement, c'est ça qui caractérise la saga et qui la démarque. Mais justement, par son statut simple, on arrive à en faire quelque chose et c'est ce qui la rend passionnante. Bah oui, bah là, honnêtement, le premier film, c'était assez simple en fait dans sa structure et dans ce qu'il raconte. Mais là, on pousse un cran en mettant en perspective le fait que on est 28 ans après l'apocalypse. 28 ans, c'est beaucoup. Du coup, évidemment que il s'est passé des choses au niveau de l'humain en lui-même dans l'Angleterre et même autour. Parce que tu parlais de Eric, je pense aussi il va y avoir des liens avec ce qui s'est passé outre-Manche, du coup en Europe, aux États-Unis, etc. Du coup, évidemment que c'est un film qui va déjà en lui-même parler de l'humain et qui va ouvrir aussi sur ce qu'il est devenu. Et ce qui me permet de parler du truc que je voulais parler depuis le début, c'est croire en l'homme. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui... Oui, forcément. Ouais. Bah, on a un enfant qui déjà fait 2 récits initiatiques. Parce que tu t'avais parlé de récits initiatiques. En vérité, il en fait 2. Il en fait un premier avec son père, qui lui apprend à la dure, là, à la mascu, qui lui apprend à être badass, à tuer du zombie, là. Voilà. À tromper sa femme. Ça, c'est des vraies valeurs. Ça, c'est un Et ensuite, bonhomme, pas comme tous les woke, là. Voilà. Là, c'est pas... Non, j'allais dire une dinguerie, par contre. Mais Évite. voilà. Mais après, on a un récit beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus beau sur le deuil. C'est un enfant, il aime sa mère. Et là, sa mère, elle est gravement malade, elle va disparaître. On a tout un récit sur le deuil avec un personnage complètement qui a des croyances, mais trop bizarres. Mais qui dans ce monde de zombies, en fait, arrive comme une sorte de prêcheur, d'une sorte de bonne parole autour de l'homme qui paraît, avec les autres personnes, comparé aux autres personnages qu'on a vus, le seul saint d'esprit. Et justement, c'est ce qui le rend terrifiant, c'est que le personnage de Rapiens, c'est le seul mec qui a l'air d'être bien. Et justement, c'est ça qui est terrifiant, c'est génial. Et du coup, on a ce truc d'un personnage qui réfléchit à ce qui l'entoure et qui du coup, en parlant de Spike toujours, hein, qui réfléchit à ce que son père lui a dit et il se rend compte qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits et du coup, il va s'affirmer en tant que personne seule et il va se détacher de cette pseudo-civilisation qui en fait ne fait que lui mentir. C'est vraiment un récit d'adolescent en soi qui est déçu par le monde et qui du coup va essayer de faire son truc à sa propre façon de s'émanciper. C'est un récit d'émancipation qui post-apocalyptique qui est ultra intéressant finalement. C'est d'une richesse folle. Bah et en plus ça met en place quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que la scène d'introduction évidemment sur ce personnage Jimmy qui regarde les Teletubbies notamment avec des trucs colorés etc qui est en contraste avec les zombies qui attaquent. On a ce rapport à la religion avec son père qui est prêtre et qui se fait détruire dès les 5 premières minutes du film et lui qui se cache avec la croix. En plus de ça, avant de partir en expédition au tout début du film, le personnage de Spike a une figurine de Power Rangers et ce qui vient du coup justement correspondre à la fin du film où justement le Jimmy, en fait ce fameux Jimmy qui est joué d'ailleurs par j'ai oublié le nom en fait du personnage, je suis désolé, mais pour le coup il jouait déjà, alors moi je suis vraiment pas un gros fan de Sinners hein, contrairement à beaucoup de gens, voilà, Jack O'Connell. Je suis vraiment pas un gros fan de Sinners, mais je trouvais que lui était très bon en antagoniste. Et là, du coup, visiblement, il va l'être aussi dans ce 28 ans plus tard, enfin partie 2. Et parce que du coup, justement, ce Jimmy-là, il a été imité pendant tout le film, puisque dans des maisons, c'est marqué Jimmy was here, etc. Sur le corps scarifié que trouve Aaron Taylor Johnson et Spike, on y voit aussi un espèce de Jimmy tatoué. Enfin, il y a vraiment tout ce truc-là, qui est en plus avec un parallèle avec les Teletubbies et les Power Rangers sur la fin, parce que j'ai vu plein de gens faire la blague, mais c'est pas anodin. Et du coup, le fameux truc qui a été répété après, en fait, en sortie de séance et qui est assez évident, c'est qu'on est en Angleterre avec un enfant, dans plus des années où en fait c'est les années 2000, donc les gens n'étaient pas au courant. Un Jimmy avec un jogging, un cigare et des cheveux blonds platine, c'est une référence à Jimmy Savile, du coup. Donc un game host et un animateur, un DJ radio, etc. Ultra connu en Angleterre, en fait. Je crois qu'il y a un documentaire de Netflix sur lui qui était vraiment ultra populaire
populaire parce que il exauçait des rêves de gamins, notamment qui étaient malades. Tu vois aussi des extraits où il y a un gamin malade qui dit mon rêve c'est par exemple de voir le Captain Kirk de Star Trek. Il le réalise, il fait des trucs, il a financé des millions d'euros, enfin des millions de pounds pour des associations, des trucs, etc. Il a rencontré le prince Charles à l'époque, c'était le prince pas le roi, qui a vanté tous ses mérites ou quoi. Enfin, c'est une folie, ce mec-là. Il était d'une popularité folle et du coup il est mort en 2011. Et on s'est rendu compte justement quelques années après que il empruntait des passages secrets, des trucs en fait dans les hôpitaux et qu'il a abusé en fait d'enfants. C'est une histoire horrible d'enfants malades et de personnes malades en fait qu'il a justement tout ça était une cover en fait justement qu'il a utilisé. Il a jamais subi les conséquences puisqu'il est mort avant. Mais on parle de 450 plaintes. Notamment en fait autour de cet homme-là. C'est absolument horrible en fait, c'est une histoire qui a traumatisé l'Angleterre entière. Et du coup, connaissant Alex Garland, ses inspirations et la manière dont il les utilise, on y voit clairement quelque chose comme ça. On voit aussi les parallèles avec Orange Mécanique qui vont être faits, dont Danny Boyle a déjà parlé en interview. Mais quand on voit la conclusion de ce truc-là, en plus, l'espèce de violence, on voit que c'est des gens qui jouissent de la violence en fait dans cette dernière scène quand ils attaquent. En fait, tu vois que c'est des gens qui prennent plaisir à tuer en fait ces zombies-là. C'est quelque chose qui va être passionnant en fait sur la religion, sur en plus le parallèle du fait que, alors je sais pas si c'est Jimmy Savile littéralement parce que du coup il a pas l'âge, mais ça va clairement être une inspiration. Mais cette utilisation en fait de la violence et en plus ce parallèle avec le fait que cet enfant n'a sûrement pas eu d'enfance en fait, contrairement peut-être à Spike, on va avoir un vrai parallèle autour de ça. Ça c'est quelque chose qui va être vraiment vraiment intéressant pour la suite quoi. Mais je suis d'accord. Comme tu l'as dit, ça peut ouvrir un truc très intéressant sur l'enfance, puisque dès le début, donc on le voit devant les Teletubbies, dans une scène magistrale. Vraiment, l'introduction m'a mis directement dedans, j'ai adoré. Puisque c'est une apocalypse devant les Teletubbies, c'est génial. Du coup, on le voit, donc tout enfant devant les Teletubbies qui voit sa mère, son père se faire tuer par les zombies, son père justement qui se vouait vraiment à la religion, qui voyait qui voyait cette invasion comme le jugement dernier. Bon, je pense que ça va être réutilisé après, vu le point d'orgue que Boyle a mis sur cette scène. Je pense que ça va être utilisé par la suite, surtout vu le fait que on a Jimmy qui porte une croix inversée. Je pense que ça va être repris. Mais du coup, ouais, on a un personnage qui n'a pas connu d'enfance, à part la violence, et l'autre qui a une enfance très similaire. Du coup, on va sûrement avoir un récit où les deux vont se compléter jusqu'à un moment où ça va sûrement déraper. Et ça rejoint à peu près tous les thèmes du film, c'est-à-dire que on a une ouverture totale sur ce qui va venir après, sur toute l'anthologie qui peut venir après, qui va rendre ce film sûrement encore plus riche, car quand même, on a beaucoup d'images subliminales du fascisme, du nazisme. Je pense que c'est pas fait non plus par hasard, et je pense que ça sera exploité par la suite. Je sais pas si t'as encore des trucs à dire, moi je crois que ça va aller, mais Oui, globalement en fait c'est surtout surtout évidemment aller voir ce film-là et pour le coup il faut que ce film-là marche en fait pour avoir cette trilogie qui peut être vraiment une des meilleures trilogies qu'on a eu récemment. Je trouve ça fou. Du coup par contre en fait le truc qui m'intrigue aussi beaucoup c'est que le deuxième serait évidemment produit par Danny Boyle et écrit par Alex Garland toujours donc c'est la même équipe. Sauf que ici ce sera Nia DaCosta qui va réaliser du coup à qui on doit bon The Marvels mais évidemment elle a dit que c'était pas son film et ces trucs-là on sait comment Marvel traite ses réalisateurs, mais surtout le Candyman de 2021 que je vous invite à voir parce que pour le coup, moi c'est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé en fait dans sa relecture du mythe du Candyman et en plus de c'est quelque chose qui était vraiment pertinent et intéressant en termes pour traiter un sujet de société. Maintenant, ça m'intrigue beaucoup. Je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Est-ce que on va garder justement la même énergie punk en fait de Danny Boyle? Et surtout, par contre, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est l'inclusion de Cillian Murphy à la fin du deuxième, du coup, qui sera à la fin du deuxième et dans le troisième, qui aura une grosse partie, apparemment. Maintenant, comment ça va être traité, je suis curieux de savoir. On verra bien, écoute. Mais pour l'instant, en tout cas, cette trilogie démarre vraiment excellemment bien. bah moi, avec Nia DaCosta, j'aimerais trouver, puisque le film se termine avec une troupe de blancs, blonds, j'aimerais bien voir un truc sur le racisme. Ce serait vraiment intéressant dans une société post-apocalyptique. Je trouve l'idée serait incroyable. Et j'ai pas vu Candyman pour le coup. Mais si tu parles du fait que ça traite du Black Lives Matter et tout ça, je pense que ce serait intéressant de voir. Mais honnêtement, C'est vraiment ça, hein, j'entends pour que le coup. Parce que bah, littéralement, Candyman, ça traite des espèces les Noirs aux États-Unis qui sont vus comme des boogeyman en fait par la police
même des violences policières en fait. En plus, c'est un film qui est sorti en 2021, donc juste un an après tous les mouvements aussi Black Lives Matter autour de l'histoire de George Floyd, etc. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment ultra pertinent. Et du coup, sur ce que ça pourrait dire sur une société américaine, enfin ce que ça dit sur la société américaine, sur ce que ça dit sur la société anglaise, avec en plus l'écriture de Garland derrière, moi je suis vraiment excité de voir où ça va aller. Et surtout, on va la voir assez vite pour le coup, parce que si le film sort en janvier, on devrait avoir une bande-annonce dans les prochains mois, voire dans les prochaines semaines, quoi, déjà. Et comme tu l'avais tweet, ça arrive dans 28 semaines juste après le Effectivement, premier ça arrive film. dans Je trouve 7 ça mois. génial. Ouais, Je ça trouve ça c'est génial. génial. Et ce qu'a dit Jules de Melon, qui est pas là du coup, mais qui disait que peut-être que le troisième arrivera là dans 28 mois, en fait, parce que vu qu'il n'est pas encore tourné, dans 2 ans et demi, ou 2 ans et 2 mois, un truc comme ça me semble assez. C'est probable. C'est probable. C'est probable. C'est Ouais. probable. Mais bon, Mais voilà. voilà, donc pour conclure, on vous invite à vraiment regarder ce film car c'est l'un des grands films de cette année, on trouve, qui justement parle de l'homme, qui visuellement tente des choses. Mais justement, on n'a même pas parlé du personnage de Ralph Fiennes qui est dans une sorte de forêt de crâne. Je trouve ça visuellement génial. Ah, c'est fou, c'est fou. Et d'ailleurs, C'est moi, je suis curieux de savoir, en fait, par rapport à ce que va représenter ce que représente le personnage d'Aaron Taylor Johnson, ce que représente le personnage de Ralph Fiennes. Il y a quelque chose qui est très intriguant, étant donné que le film se termine avec Spike qui part tout seul et son père qui va aller le chercher. Je me demande si on va pas avoir une intrigue avec Spike et Jimmy, et si on va pas avoir une autre avec Aaron Taylor Johnson et Ralph Fiennes, étant donné que Aaron Taylor Johnson sait que le Spike est allé chercher le personnage de Ralph Fiennes. Est-ce que justement on va pas avoir un duo qui essaye de le retrouver et justement avoir la spiritualité d'un homme confronté à l'espèce de masculinité d'un autre? Là, ça peut être quelque chose qui peut être ultra pertinent sur ce que c'est la masculinité. Moi, je fantasme sur le fait que Ralph Fiennes va créer un clan pour reconstruire l'humanité, mais de façon beaucoup plus safe que dans le premier film. Voilà. Parce que C'est ça, possible, ouais, c'est possible. À la John franchement, Locke, ce serait intéressant. à la John Locke, Ouais, quoi. voilà. Mais du coup, pour vraiment conclure, on vous invite à vraiment aller voir ce début de trilogie, de franchise qui est 28 ans plus tard, qui est vraiment l'un des films à voir de cet été, puisqu'on est en janvier, c'est l'été. Enfin, on n'est pas en janvier, je suis con. On est en juin, c'est l'été. Vraiment, c'est l'un des meilleurs trucs qu'on peut voir au cinéma en ce moment. Du coup, il faut aller soutenir ce genre de film, ce genre de blockbuster qui tente des choses. Donc allez-y, nous, pour notre part, vous l'avez compris, on a beaucoup aimé. D'ici là, on vous invite à aller vous abonner sur cette chaîne YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Ça nous aide énormément. On publie des choses assez fréquemment, on va dire. Évidemment, je mens, c'est pour ramener les gens. On va tenter des choses et surtout on a d'autres idées qu'il faut qu'on élabore. Ouais. Je pense cet été on va avoir un peu de temps un peu pour taffer dessus. Donc je pense que on promet rien parce que des fois quand on promet des trucs ça arrive pas et après les gens sont frustrés. Mais on va taffer dessus. Ouais, vraiment, regardez pas nos promesses de janvier, c'est terrible. C'est terrible. Mais voilà, bon, bah, au revoir à tous. Bisous, allez voir nos autres vidéos, qui sont tous très bien. Je les ai regardées, elles sont vraiment bien. Celle sur Madame Et Web est vraiment bien. c'est vrai. Dommage, on n'a pas fait sur Morbius. Ça aurait Ouais, été vraiment franchement, le, on n'était pas le là pour pinacle. Morbius, mais écoute, peut-être, et si on fait un podcast un jour, rétrospective Sony, rétrospective Sony Universe. Ils seront deux à On a dit, regarder. Mais on a honnêtement, dit ils vont trop bien, kiffer. on a dit trop de bien d'un film de Sony là, on était obligé de leur remettre une petite balle. Enfin bref. C'est vrai. La rétro sur Morbius arrive. D'ici là, activez la cloche. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Ciao, ciao.